Bonjour, Xavier Odo, infirmier anesthésiste enseignant au CESU 44 à Nantes, CESU qui fait maintenant partie, comme vous le savez peut-être, du RESU Pays de Loire. Je vais vous présenter un travail qui a pour terme évaluation à distance des connaissances acquises lors de la formation initiale GSU 2 des techniciens préleveurs de laboratoire. Alors pourquoi les techniciens de laboratoire? Simplement parce qu'ils ont été les premiers publics auxquels nous avons délivré la formation initiale et donc par conséquent ils sont aussi les premiers à suivre la formation continue. L'objectif de ce travail était d'évaluer lors des journées de revalidation les connaissances déclaratives à 4 ans des enseignements initiaux GSU 2. En début de formation, nous distribuons un questionnaire individuel, anonyme. Seule la profession est demandée. Ce questionnaire comprend 15 questions à choix multiples, volontairement sans ambiguïté. À titre d'exemple, nous pouvons citer quel est le numéro de téléphone du SAMU, quel est le rythme du massage cardiaque externe face à une plaie hémorragique, quel est le premier geste qui permet de stopper le saignement. Les thèmes abordés sont représentatifs d'une formation complète. Le temps de remplissage est libre. Jusqu'à présent, personne n'a sollicité plus de 10 minutes. Alors, du 25 novembre 2010 au 1er juillet 2011, 62 questionnaires ont été colligés. D'emblée, les résultats nous ont surpris, notamment en ce qui concerne la réanimation cardiaque. 80% des participants, pensant que le rythme cardiaque doit être de 60 par minute, alors que le rythme cardiaque enseigné pendant leur formation était de 100 par minute, conformément aux recommandations de 2005, ce qui mène à un pourcentage d'erreur de 80% quand même. Le relais aux compressions thoraciques génère 61% d'erreurs, 45% estimant qu'il faut se relayer toutes les 5 minutes et 16% jugent qu'il n'est pas nécessaire de se relayer. Bon courage, ça peut durer longtemps. L'importance des compressions par rapport aux décompressions induit 37% d'erreurs, 35% considérant que la compression est plus importante que la décompression et 2% pensent l'inverse. La prise en charge de l'inconscient amène à 61% d'erreurs, 53% alertant avant d'évaluer la respiration et 8% évaluant la respiration sans libérer les voies aériennes. Enfin, pour finir, la durée d'évaluation initiale de la ventilation entraîne 48% d'erreurs. 35% sont trop rapides, 5 secondes, et 13% sont trop longs, 30 secondes. Bon, vous pouvez vous rassurer, à partir de là, ça va aller un peu mieux. Effectivement, le thème des brûlures, l'obstruction complète des voies aériennes, la position des détresses respiratoires, l'accouchement inopiné induit 30 à 40% d'erreurs. Enfin, pour finir sur une note un petit peu plus positive, les thèmes de l'hémorragie, l'alerte, le rôle du défibrillateur, la protection du soignant amènent moins de 20% d'erreurs. La question la plus réussie étant la prise en charge d'une hémorragie, avec seulement 3% d'erreurs, puis suit la connaissance du numéro de téléphone du SAMU qui n'entraîne que 6% d'erreurs. Je rappelle que c'est le 15 pour les indécis. Il est intéressant de noter que le réflexe de confinement lors d'une sirène d'alerte n'induit que 13% d'erreurs. Ces résultats nous ont interrogés et conduits à rechercher des éléments d'explication. Dans notre établissement, la pédagogie de la découverte a été mise en place en 2006. Il est donc possible que le public concerné ait pu pâtir d'un manque de maîtrise pédagogique des formateurs. Formation initiale égale formation adaptée. Au regard des résultats, on peut effectivement se poser la question, ne cherche-t-on pas à faire passer trop de messages? Est-ce qu'il ne faut pas que l'on revoie nos objectifs de formation et les contenus en les adaptant de manière plus fine au public? Formation continue tous les 4 ans, est-ce suffisant? La législation prévoit une formation continue d'actualisation tous les 4 ans. Se pose la question de la pertinence de ce délai et du temps prévu pour cette formation. Bien qu'il nous ait déçus et qu'il nous remette en cause, ces résultats s'appuient uniquement sur des connaissances déclaratives, ce qui ne préjuge en rien du comportement que les professionnels de santé adopteraient en situation d'urgence. Il serait intéressant de comparer ces résultats à ceux d'un travail sur les connaissances procédurales. Nous avions initialement construit ce quiz pour avoir une réactivité en temps réel sur les journées de formation continue, mais nous nous rendons compte dès à présent qu'il doit aussi nous inciter à affiner nos objectifs de formation en fonction des catégories professionnelles.
Ce questionnaire est maintenant distribué au début de toutes les formations de revalidation AFGSU dans l'objectif d'élargir à d'autres professions à plus grande échelle. Merci de votre attention. Monsieur Odo, merci pour votre présentation qui était extrêmement intéressante, qui nous a apporté pas mal, j'allais dire, de choses intéressantes. Mais j'ai quelques questions à vous poser, notamment sur, j'allais dire, je voulais savoir pourquoi vous avez pris des techniciens préleveurs de laboratoire comme comme public, parce que, j'allais dire, on aurait pu prendre un public peut-être infirmier, plus aguerri à ces gestes-là. Donc j'étais assez interpellé par ce fait. Par le public que vous avez recruté. Ouais, en fait, c'est le hasard du calendrier. Hein. C'est simplement en revenant du congrès de Reims, je crois, dans le train. Et on savait que 15 jours plus tard, on avait les premières revalidation d'AFGSU2 à faire et que le public concerné était les techniciens préleveurs de laboratoire. D'accord. Mais notre objectif est effectivement d'étendre cette étude, cette évaluation plutôt, à d'autres publics. Hein. En l'occurrence, on l'a déjà commencé. Je parlerai simplement d'observation. Les premières observations donnent des résultats, je dis bien observation et non pas analyse, hein, donnent des résultats qui sont assez similaires et assez superposables, quoi, pour le moment. D'accord, pour le moment, ok. Et j'ai une autre question concernant, qu'est-ce que vous appelez erreur ? Parce que vous me dites 48%. En fait, c'était soit la réponse est bonne, soit la réponse n'est pas bonne. C'était un QCM, donc ils avaient 3 possibilités par question. D'accord. Donc pour ça, elle est automatiquement considérée comme erreur. Erreur, absolument. D'accord. Je vais passer la parole. À moins qu'il y ait déjà des questions dans la salle. Voilà, Christine. Oh non. Vous avez commencé par un public qui est difficile dans la mesure où dans leur vie professionnelle, il est peu probable qu'ils aient à rencontrer une urgence vitale. Et en conséquence, il s'agit là d'évaluation après vraisemblablement 4 ans sans pratique professionnelle et ce qui est très intéressant et qu'on peut relever, c'est que autant sur l'hémorragie, etc., rappelle-moi, c'est des techniques, enfin voilà quoi, c'est des préleveurs, autant sur l'hémorragie, il n'y a presque pas d'erreur, autant sur l'arrêt cardiaque qui les concerne moins, il y en a. Je pense que ça pose, je crois qu'il faut qu'on se pose cette question-là. La deuxième chose, c'est que vous êtes en train de faire la même, alors ce sont des connaissances déclaratives avec tout ce que ça comporte. Il n'empêche que si vous poursuivez ce travail, ce qui est aussi intéressant, c'est de savoir ce qui se passe avec d'autres catégories socio-professionnelles pour pouvoir savoir si justement, et dans ce cas, il faut noter, est-ce qu'ils ont vécu ou pas une urgence vitale, ce qui permet d'avoir dans ce travail des critères qui peuvent être comparés. Sinon, vous aurez des populations variées et avec des critères qui ne vous permettront plus de les comparer. Puis d'accord avec toi, bien sûr, sur les connaissances procédurales, puisque c'est ce qui nous intéresse. Merci Christine. D'autres commentaires ? Je voudrais remercier l'équipe de Nantes d'abord de votre honnêteté, parce que finalement on montre toujours ce qui marche, tandis qu'on apprend beaucoup de ce qui ne marche pas. D'ailleurs on devrait faire une rubrique « ce qui ne marche pas ». Et là, on est dans le cas de figure 1. Effectivement, ce serait intéressant de documenter vos évaluations de qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Parce que c'est remarquable de faire 4 ans après, c'est rare. Hein. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Et donc, voir s'il y a eu des expositions. La deuxième, c'est quand même de ne pas rester factuel et de dire quelles sont les raisons qui reconduisent les gens à mettre du 80 au lieu du 100 ? Est-ce que c'est les connaissances antérieures profanes qui reviennent, 80, battements, voilà. Donc ça serait intéressant de faire des focus un peu qualitatifs, vous voyez, pour dire d'où viennent, pour quelles raisons. Et troisièmement, on est vraiment probablement dans le cas des connaissances dites déclaratives inertes. Et peut-être que vous pourriez ajouter à vos QCM des degrés de certitude, c'est-à-dire leur demander s'ils sont très sûrs ou peu sûrs de leur réponse. Et peut-être que là, ça vous donnerait des discriminatifs un peu plus intéressants pour dire franchement si ce sont des connaissances inertes ou alors des connaissances dangereuses, c'est-à-dire qu'ils sont persuadés que c'est la bonne réponse alors que c'est erroné. Et ça, c'est une urgence pédagogique. Oui. Absolument. Merci. Merci à vous, Monsieur Odo.